Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième matinale des Ops, voilà, que j'ai le plaisir d'animer. Voilà, je me réveille avec vous, je vais prendre mon café avec vous. Voilà, j'ai ma petite tasse renard comme d'habitude. Et voilà, écoutez, j'espère que vous allez venir nombreux ou quelques-uns, en tout cas au moins pour partager ce petit moment avec moi. J'ai préparé quelques petites choses, pas énormément comme d'habitude, je suis toujours un peu à l'arrache. Mais voilà, on va voir, on a plein de sujets. Alors j'ai pas fait beaucoup de communication autour de cette matinale, donc je vais peut-être parler tout seul. Ah non, je vois qu'il y a quelques personnes qui se connectent, n'hésitez pas à dire bonjour. Et on va parler d'Ops, mais on va parler aussi, un petit peu d'intelligence artificielle parce que c'est vraiment le buzz du moment. Et un petit peu dans la lignée de ce qu'on a fait la dernière fois, on va essayer de voir aussi un petit peu si ces outils d'intelligence artificielle peut-être peuvent servir à quelque chose dans les contextes d'Ops. Voilà, donc à voir. Donc on va faire comme d'habitude. Déjà, pour commencer, voilà, un petit café tranquillement, on va discuter un petit peu, voir un petit peu où vous en êtes. Et puis ensuite, on va faire le petit tour de veille, on va parler un petit peu d'intelligence artificielle. Et dans la deuxième moitié, comme d'habitude, on va tester un ou deux outils. Il y a eu des suggestions, d'ailleurs, quand j'ai posté le replay de cette vidéo, enfin de la première matinale, j'ai eu des suggestions sur YouTube. Donc, on va aller regarder un petit peu ça, voilà, parce que je suis curieux. Salut Florian, salut à Odorki. Euh, Merci d'être là avec nous. Alors, bah écoutez, quoi de neuf de votre côté, le temps que les gens arrivent un petit peu. Est-ce que vous avez des sujets que vous voudriez aborder aussi? C'est l'occasion, hein, d'ailleurs, hein, si vous avez envie. C'est très ouvert. J'ai pas prévu énormément de choses. Je vais peut-être te dire, je vais profiter en plus que Florent soit là pour dire quelques mots sur notre livre, évidemment, hein, puisque vous savez peut-être chez Contournement, on a sorti un livre. Et puis, qu'est-ce que j'avais et aussi, on a alors, le livre parle du no-code en général, hein, pas spécifiquement des ops, mais il y a une partie qui est dédiée aux ops. Je vais peut-être passer en revue le. Ah bah écoute, ça fait plaisir que tu reçoives notre livre. Merci de l'avoir commandé, d'ailleurs, ça fait plaisir. On espère que ça te plaira, hein, surtout, donc n'hésite pas à revenir une fois que tu l'as lu un petit peu, et puis on pourra en parler comme ça. On a hâte d'avoir beaucoup de retours. Je sais pas ce que tu en penses, Florian, mais voilà, moi j'ai hâte d'avoir des retours. D'ailleurs, je vais peut-être mettre mon écran ici, comme ça vous regardez moins loin la caméra. Euh, donc voilà, donc ça va être intéressant. Alors dans le livre, d'ailleurs, tant qu'on est sur le sujet du livre, je vais vous montrer. J'avais envie de vous montrer un petit peu le sommaire de ce livre. Est-ce qu'on va faire ça? On va faire ça comme ça. On va partager l'écran. D'ailleurs, j'en profite, hein, tant que vu que tu nous regardes et que tu as commenté le livre. Quelle était ta motivation, on va dire? Qu'est-ce que tu attends de ce livre? Un petit peu, voilà, c'est une petite question un peu au passage, mais parce que je pense qu'il y a pas mal d'objets différents, hein, potentiellement. Voilà, donc si tu as envie de nous dire 2 mots là-dessus, je suis assez curieux. Je pense que tout le monde va venir avec des envies différentes. Nous, on l'a conçu pour que ça parle aussi à pas mal de gens, à des experts, à des novices, à des gens qui veulent se renseigner, à des gens qui veulent monter en compétences aussi. Donc voilà, donc n'hésite pas à nous dire. Alors, juste rapidement dans ce livre, pour faire le lien un petit peu avec le sujet d'aujourd'hui, enfin le sujet de la matinale, donc c'est vraiment sur les ops, hein, mais ce livre, il est plus spécifiquement dédié au no-code, enfin plus largement, j'ai envie de dire. Et donc juste pour que vous voyez un petit peu comment on place les ops là-dedans. Salut Rachid. Donc en fait, la première partie du livre, c'est vraiment qu'est-ce que c'est que le no-code. Donc on passe du temps à définir vraiment le no-code, on passe du temps à définir un peu les approches. Donc déjà beaucoup d'exemples évidemment, hein, d'outils pour commencer, avec un panorama, une définition assez large, enfin vraiment autour du sujet, autour de qu'est-ce que c'est un outil no-code, qu'est-ce qui n'est pas un outil no-code, un peu les différentes approches, l'histoire et l'origine technique du no-code. Voilà, donc qu'est-ce qui a amené en fait vraiment à ce quelles sont on va dire les convergences technologiques, quelles sont, tu vois, vous voyez un petit peu toutes ces choses culturelles, historiques, etc., qui ont amené vraiment
à l'émergence de ce phénomène qu'on a étudié du coup dans le livre, donc no code. Ça, c'est la première partie, donc c'est vraiment un peu la définition, essayer de comprendre ce que c'est. La deuxième définition, c'est ce qu'il existe un mouvement no code, parce que nous-mêmes, on parle jamais de révolution no code, on trouve que c'est un mot qui est beaucoup trop fort. Par contre, on va parler un petit peu de mouvement no code, mais vraiment, on est en droit de s'interroger, est-ce qu'il existe vraiment ce mouvement? Et donc là, c'est vraiment une deuxième partie qui est consacrée vraiment à ces 2 mouvements de communauté, un petit peu comprendre qu'est-ce que c'est une communauté en ligne, hem, voilà, et puis un petit peu les discours, l'état d'esprit, essayer de comprendre un petit peu quels sont un peu les traits caractéristiques qui vous définissent un petit peu tous, vous, nous, qui faisons partie de cette communauté no code, donc par extension un petit peu de ce mouvement. Et puis ensuite, la dernière partie, et c'est là où je voulais en venir un petit peu, donc c'est comment bien pratiquer le no-code. Et donc là, ça fait le lien avec le sujet de la matinale, donc c'est de voir un petit peu comment lancer des projets sans coder. Ça, c'est très important, et en fait, ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout est projet. Quand vous travaillez sur de l'outillage interne pour votre entreprise, pour votre association, pour votre organisation, vous lancez un projet, que ce soit un projet d'outils interne, un projet d'ops. Donc ça, c'est très important. Donc on a essayé de vous partager pas mal de choses qu'on a mis en pratique dans notre expérience, des ateliers de cadrage, comment bien prendre un brief, comment essayer de comprendre vraiment ce qu'on doit faire comme pour servir au mieux ses utilisateurs. Et puis le deuxième, c'est le deuxième chapitre donc de cette partie 3, donc c'est le chapitre 8. Celui-là, il s'appelle donc organiser, collaborer, automatiser en mode no code ops. Donc là, ça c'est vraiment le sujet vraiment des ops. Donc là, on rentre, là-dedans, donc vous voyez, hein, c'est pas du tout le livre qui est dédié à ça, mais voilà, on tenait évidemment à vraiment aussi, focaliser là-dessus. On parle pas mal de bases de données, enfin, forcément, c'est pas une formation, hein, donc ça, c'est un truc qui est important, c'est que ce livre, voilà, c'est pas de la formation qu'on fait, mais on a essayé de vous guider. Et puis après, le troisième chapitre de cette troisième partie, il est transverse. Finalement, c'est implémentation, donc c'est vraiment comment bien utiliser les outils no-code, à quoi prendre garde. On parle un petit peu d'RGPD, on parle un peu de différentes choses, on vous donne des ressources. D'ailleurs, sur ce site également, même si vous n'avez pas acheté le livre, hein, vous pouvez accéder aux ressources, hein, vous voyez ici, hein, donc on a mis un petit peu listé les ressources qui vont avec le livre, je vous laisserai aller voir. On va pas aller détailler tout ça. Et puis après, une petite conclusion, voilà, qui fait en réalité pas vraiment partie de la partie 3 d'ailleurs, il faudrait qu'on change un petit peu, la mise en page de ce site. Alors je vais lire ce que tu nous as dit. Ah oui, d'accord, OK. J'ai vu plusieurs fois Egiteco, revenir. D'ailleurs, je sais pas si on dit Egiteco, Egiteco, voilà, désolé si j'ai mal prononcé. OK, très intéressant. Bah, écoute, je connaissais pas non plus. Alors je vais aller regarder très rapidement, je vais profiter qu'on soit entre nous, pour aller voir. Hop, d'accord, vous faites du logiciel sur mesure. Alors peut-être qu'on a échangé, hein, déjà, je sais plus, j'avoue, je suis déjà allé voir, votre site. Hem, Bah, écoute, à l'occasion, il faudra en parler. Oui, non, mais OK, je me souviens parce qu'on a échangé, je crois, très rapidement. Heu, Bah, je suis curieux, hein, de voir, ce que vous proposez. Je vois bien ces usages, vraiment, donc là, on est vraiment dans des sujets d'ops, hein, clairement, d'interconnexion, de RP. Il faudra que je creuse un peu quand j'en trouve le temps. Hem Donc Excel en mieux, hein, un grand, claim, on va dire. Beaucoup de gens essayent de le faire, et c'est vrai que c'est un peu intéressant. Donc j'imagine qu'en étant français, vous résolvez aussi un peu les sujets, de RGPD, de choses comme ça? D'accord, plus proche d'un retool. Donc Retool, Retool, pour les gens qui connaissent pas forcément, donc c'est un outil qui permet de faire des interfaces, donc qui est vraiment spécialisé dans les interfaces, à la base. Donc ça, c'est un vrai sujet, hein, d'arriver à construire, j'ai vu une petite capture d'écran là, arriver à construire des interfaces pour ces systèmes d'ops, pour son outillage interne. Heu, voilà, c'est vraiment un sujet, très important parce qu'on le sait, hein, Airtable, c'est un outil qui est génial pour, vraiment, on va dire, stocker des données, pour faire, différentes choses, mais ensuite, il faut quand même pouvoir présenter ces informations potentiellement à des utilisateurs qui savent pas utiliser les bases de données, donc ça, c'est toujours un sujet. Salut Lorraine qui se joint à nous. Voilà, on a enfin trouvé un créneau où Lorraine peut regarder, parce que Lorraine n'a pas beaucoup de temps pour regarder le Twitch en live, donc là, je suis très flatté que tu sois là avec nous. Et donc très complémentaire de Airtable, Glide et Softer. OK, alors est-ce qu'on se peut se brancher par exemple, à Airtable? Quelle est la complémentarité?
Bon là, on est parti tout de suite dans un sujet, hein, peut-être qu'il faudra prendre le temps d'aller regarder ça, peut-être à une occasion d'un autre, d'un autre live. Mais oui, effectivement, même le site, même s'il il date de 2017, ça va, hein, franchement, il est assez cool. Et salut Patrice aussi, un autre membre, du cercle des Ops. Bah, écoute, il faut, de toute façon, hein, le mieux, hein, pour ça. Moi, je pense que généralement, le mieux, de toute façon, pour parler d'outils, c'est les gens qui l'ont conçu. Donc ça, c'est vraiment, très important que vous ayez l'occasion de présenter. Donc faites un live sur Twitch, hein, et puis on découvrira Egiteco. Ou Egitecodine aussi, comme il faut dire, je sais pas, peur de dire une connerie. Et salut Manu. Bah écoutez, merci, vous êtes, ça y est, vous êtes nombreux là, on est en train de prendre le café. Pour ceux qui nous rejoignent, donc pour l'instant, on a une petite discussion un petit peu ouverte. J'ai parlé un petit peu du livre. Je voulais vous parler d'un autre truc très important, qui est notre formation Make. Voilà, je dis un mot dessus, je vous fais on est en train de la finaliser, on va commencer la bêta test ce matin, enfin aujourd'hui, voilà, dès qu'on aura mis en ligne les quelques dernières vidéos. Et je voulais vous montrer un petit peu le programme, parce que voilà, hein, là, pour le coup, c'est vraiment un sujet d'Ops, donc je suis curieux d'avoir vos retours éventuellement, parce que c'est comme une petite bêta un petit peu privée. Alors, où est-ce que je vais aller pour voir ça? Ici. Et salut Jocelyne aussi, qui est ma confrère de matinale. Voilà, on essaye d'impulser le mouvement. J'ai juste moi-même suivi le mouvement de Jocelyne, voilà, sur le coup de la matinale. Alors attendez, donc on va aller voir la formation Make très rapidement. Formation Make avancée, c'est celle-là. Voilà, donc là c'est vraiment une exclue, hein, que je vous fais, je vous partage ça. Attendez, on va faire en sorte que ça soit un peu propre. Enfin, c'est une exclue, en même temps, c'est parce que j'ai envie de vous faire travailler et que vous demandez votre avis, donc ah non, j'ai mal présenté, share screen, onglet. Ah oui, non, mais il faut bien que je partage la fenêtre. OK, donc là, vous devez voir, normalement, si on fait ça, est-ce que si on fait ça comme ça? Ouais, c'est pas beaucoup mieux, c'est un peu chelou même. Alors, notre formation à Make qui va sortir très bientôt. Le premier chapitre, donc, qu'on fait en collaboration avec Lilian Sévoumian, que vous connaissez probablement si vous êtes sur le Slack de No Code France, qui répond inlassablement à toutes les questions sur Make, et avec Louis de Vomas, qui est un expert vraiment depuis les jours où Make s'appelait Integromat, voilà, qui fait aussi partie de la communauté. Donc c'est Lilian qui intervient principalement en formation, mais je suis un petit peu avec Louis également, et voilà, on a pas mal de sujets. Alors, donc cette formation, c'est le 3e niveau. C'est le 3e niveau, c'est le dernier a priori, hein, donc de toute façon, tout notre contenu ira toujours dans ces 3 niveaux, même s'il y a des nouvelles fonctionnalités qui sortent, on les dispatchera. Donc le 2e niveau, en fait, il passe un peu de temps à parler d'API, à parler de manipulation de données, un truc qui est extrêmement puissant dans Make. Voilà, et je pense que certains d'entre vous me contrediront pas, c'est vraiment tout ce qui est formule, la manipulation vraiment des données. Parce que OK, on automatise, on prend des données dans un service, on les envoie dans un autre. Ça, c'est bien, ça c'est ce que fait de base, de toute façon, vraiment l'outil d'automatisation et d'interconnexion. Parce qu'on parle beaucoup d'automatisation en fait avec Make, mais finalement c'est quand même un outil d'interconnexion avant tout comme Zapier. Sauf que dans Make, au passage, vraiment, alors dans Zapier aussi, hein, mais bon, dans Make, c'est vraiment très très puissant. Au passage des données entre ces deux, entre vos différents parties d'autres process, vous pouvez énormément manipuler vos données. Donc c'est vraiment de la programmation visuelle, j'insiste là-dessus. Moi, vraiment, je trouve ça vraiment fascinant. C'est là où vous allez vraiment faire de la programmation. Avec tous vos blogs, vous allez pouvoir faire des boucles, vous allez pouvoir faire des conditions, des choses comme ça. Et donc, dans le premier chapitre de cette formation, et ben vraiment, on pousse encore plus là-dessus et vraiment on vous introduit au concept de structure de données. Et donc, c'est pas juste de faire des formules, c'est vraiment de comprendre comment structurer les données. Ça, c'est très lié au format JSON, évidemment, qui est le format que vous manipulez quand vous travaillez avec des API. Mais finalement, ce format, il ne fait que représenter des structures de données. Des données qui sont des tableaux, donc avec des éléments qui se répètent, et des collections, qui sont donc des objets qui vont avoir différentes propriétés. Donc voilà, ça c'est vraiment important. Donc on commence avec ça. Et vraiment, tout ce chapitre, il parle de ça, des maps, vraiment des fonctions très avancées. Et puis à la fin, évidemment, un premier exercice.
Le deuxième chapitre, il fait un focus plus particulier sur l'agrégation de données. Ah bah tiens, voilà, on parle de la formation, donc Lilian arrive, évidemment. Salut Lilian, je dévoile un petit peu nos coulisses, voilà, pour avoir un petit peu de feedback. Évidemment, je profite qu'il y a des passionnés d'Ops avec nous pour voilà, leur montrer et un petit peu teaser, hein, sachant que certains d'entre vous auront accès à ça très bientôt. Alors, voilà, donc l'agrégation, donc ça, vraiment, c'est un super sujet. Ah, mais je savais pas que Manu était de chez JSmack. Bah oui, d'accord, mais en plus, Manu, c'est toi qui étais il y a pas longtemps, si je dis pas de bêtises, dans un épisode du podcast de No Code France. Ok, bah, on a du mal toujours à faire le lien entre les pseudos sur Twitch et puis les vraies personnes qu'il y a derrière. Ah non, si, dans le podcast. Ah bon, ouais, bon, désolé, je me confonds alors, peut-être je dis une connerie. Donc je dis une connerie apparemment. Bon, c'est pas grave. Bah, du coup, comme quoi, vraiment, on n'arrive pas du tout à faire le lien entre les. Bah si, c'est ça. Non, bref. Bon. Ouais, non, mais bah oui, mais c'est bien ça. C'est Manu qui a été interviewé dans le podcast de No Code France. J'ai pas dit de bêtises, je crois. Bah, tu pourras nous confirmer si c'est ça. Voilà, c'est ça. Non, mais je suis pas quand même complètement. Alors, donc voilà, l'agrégation de données, bref. Ensuite, troisième chapitre, très important, donc les stocker des données dans Make. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait complètement mis de côté dans les 2 premiers niveaux, mais dans Make, vous le savez peut-être, il y a un data store, donc une base de données. Alors c'est pas Airtable, hein, évidemment, mais c'est une base de données extrêmement pratique, extrêmement performante. Pas pour stocker des gros volumes de données, mais pour stocker potentiellement beaucoup de lignes et surtout pouvoir garder des états entre vos scénarios, pour pouvoir, enfin, il y a vraiment plein d'usages différents, donc c'est vraiment tout le sujet de ce chapitre 3. Chapitre 4, un gros exercice, franchement, qui est assez technique, je pense. Voilà, en tout cas, on a essayé de faire en sorte que ça soit assez pratique. Chapitre 5, on nous l'a beaucoup demandé, donc on l'a enfin traité, ce sujet. On parle d'hôtes, donc il est très probable que quand vous travaillez avec des automatisations, avec des API, vous ayez été confronté à des API qui fonctionnent avec le protocole OAuth 2. Voilà, c'est le cas de Slack, par exemple. Alors, évidemment, plein d'API, en fait, on peut y arriver nativement enfin voilà, avec les modules de Make, mais il y a aussi plein d'autres qui sont pas accessibles directement. Donc voilà, donc ça on nous l'a beaucoup demandé, donc à fait, c'est pas été évident, pareil, très technique, une introduction un peu théorique, et puis voilà, et puis ensuite, quelques vidéos un peu sur un usage un peu avancé de Make, voilà. Donc ça, c'est un chapitre en plus qu'on va compléter au fur et à mesure, et puis à la fin, évidemment, le passage de grade. Voilà, j'arrête là parce que c'est pas non plus le but de vous faire tout l'argumentaire commercial. Effectivement, pour Lilian, qui a déjà vu cette formation puisqu'il est en train de filmer les vidéos, dit qu'elle a l'air géniale. On laissera les gens qui la suivent en décider. Elle n'est pas encore en vente, elle sera en vente dès la semaine prochaine, voilà, le 15 décembre. Alors, on va arrêter là et on va aller un petit peu commencer notre veille. Voilà, alors si vous avez des retours là-dessus, n'hésitez pas. Mais voilà, j'avais juste envie de vous faire un petit teasing. Voilà, ça sera prêt bientôt. On doit encore la bêta tester et puis voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Alors, très rapidement, je voulais aller voir s'il y avait des news du côté de Airtable, Zapier et Notion et Make. Sur Airtable, il me semble pas qu'il y en ait eu depuis la semaine dernière. Sur Zapier non plus. Je vous partage pas mon écran, hein, mais vous savez, je vous l'ai montré la semaine dernière, j'ai les liens de tous les endroits des releases. Chez Notion non plus, leur dernier sujet, c'est toujours l'intelligence artificielle. Et au niveau de Make, il y a eu quelques petites nouveautés, apparemment un petit peu mineures. Ils ont corrigé des bugs. Apparemment, on peut chercher plus vite dans les applications. Voilà, bon, ok, ça c'est pas incroyable. Qu'est-ce qu'on a fait? Voilà, bon, c'est des améliorations complètement mineures. Je vais pas les commenter spécialement. Je vous mets le lien ici si vous voulez aller les voir. Voilà, mais j'aime bien le fait que
que Make, vraiment, prennent un petit peu à la manière des développeurs, vraiment, soin toutes les semaines, toutes les 2 semaines de partager leur release notes. C'est vraiment le moindre truc est consigné là dans le lien que je viens de vous partager, donc vraiment n'hésitez pas à aller voir. Alors, pour répondre à Lorraine, est-ce que vous parlez de error handlers, webhook, HTTP request, response dans les autres niveaux? Alors le sujet des webhooks et des HTTP, request, on en parle beaucoup dans le niveau 2, effectivement. Donc ça, c'est vraiment, je vais vous mettre le lien, vous allez pouvoir regarder ça, si vous voulez. On en parle beaucoup, on parle un petit peu alors ça, c'est un sujet, hein, d'ailleurs, c'est un sujet qui serait peut-être bon, dont je vais parler très rapidement, les erreurs. Hop, je vous mets ça là. Voilà, vous pouvez aller voir, là, il y a le détail des 2 premiers niveaux. Mais donc oui, on parle beaucoup, hein, évidemment, parce que Make est extrêmement utilisé vraiment pour tout ce qui est connexion API. Donc ça, c'est un sujet vraiment dont on parle beaucoup. On a une formation aussi dédiée aux API sur le sujet vraiment plus théorique des API, mais on en parle beaucoup dans Make, et notamment des webhooks, webhook response. Enfin voilà, on essaie de couvrir un petit peu tout ça. La gestion d'erreurs, ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet qu'on aborde un peu dans le niveau 2. Qu'on pensait aborder un peu plus dans le niveau 3, pour l'instant on l'a pas fait. Peut-être on viendra à le faire, ça dépendra des retours des gens. Mais le truc qu'on a remarqué, que j'ai remarqué en interviewant en quelque sorte, Lilian et Louis, et Lilian, soit à l'aise, hein, pour me contredire éventuellement, mais c'est que la gestion d'erreurs, de ce que j'ai vu, de tous les experts avec qui j'ai parlé, elle n'utilise quand même assez rarement, et Lorraine peut-être, n'hésite pas à nous dire si c'est pas ton cas, mais vraiment les fonctionnalités les plus avancées de Make, c'est-à-dire les commits, les rollbacks, ce genre de choses. J'ai remarqué qu'il y a très peu d'experts qui s'en servaient. Alors ça veut pas dire que c'est pour ça qu'il faut le mettre de côté, mais nous on essaye d'être pragmatique dans l'approche dans nos formations et vraiment de vous partager vraiment des choses qui viennent de l'expérience des experts, quoi, et donc de vraiment utiliser le plus possible. Donc dans le niveau 2, il y a une vidéo de Louis qui explique comment il gère ses erreurs, mais c'est beaucoup en utilisant des routeurs, en utilisant évidemment une partie des contrôles comme les ignore, les breaks, etc. Mais c'est beaucoup, en fait, une gestion manuelle, si j'ose dire, puisque ça va être beaucoup de, voilà, si un cas ne se passe pas, on envoie un message sur Slack pour se notifier, ou alors utiliser des outils éventuellement comme Switchboard, des choses comme ça qui existent. Peut-être NC-Scale aussi va bientôt utiliser ça. Donc, vous voyez, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est pas énormément, voilà, pas les fonctionnalités vraiment très avancées. Je pense notamment aux commits et aux rollbacks qui permettent de pas se retourner en arrière, en fait, dans le temps, dans ces exécutions, chose qu'on n'a pas, forcément, on n'a pas vu une énorme utilité. Donc voilà, peut-être qu'on l'ajoutera si on a beaucoup de demandes en ce sens, mais voilà, on essaie aussi d'être pragmatique, hein, encore, hein. Donc voilà, ma réponse, et ouais, il doit y avoir de la documentation, hein, évidemment. Après voilà, nous on essaye quand même de faire des formations assez exhaustives, mais voilà, on peut pas tout faire non plus, quoi. Désolé, j'ai un peu chaud, donc j'enlève ma veste. Voilà, après, enfin, c'est effectivement chacun fait un peu à sa sauce. Après, nous, on propose, voilà, une manière de faire. Donc, comme je disais, encore une fois, il y a vraiment une vidéo de Louis sur ce sujet-là. Et on pensait peut-être creuser plus dans le 3e niveau, mais on a déjà mis tellement de choses dans le 3e niveau. Enfin, je vous ai montré, hein, c'est déjà assez dense. Donc, on veut pas aussi que les gens se noient dans nos formations. Donc, on essaye d'être pragmatique et proposer vraiment les choses les plus importantes, quoi. Alors, dernier petit sujet, et après, on va aller regarder un peu des outils. Je voulais vous montrer un truc avec lequel, je pense que vous avez forcément vu passer, ce week-end. Hop, on va remettre l'écran, et ici, passer sur ChatGPT. Alors si vous n'avez pas entendu parler de ChatGPT, alors c'est probablement déjà que vous n'êtes pas sur Twitter, ou peut-être que vous avez fait autre chose de votre week-end que de regarder les internets, et vous avez bien raison. Alors ChatGPT, qu'est-ce que c'est? Hop, on va venir là, et pourquoi je vous le montre? C'est parce que la semaine dernière, je trouve qu'on a eu une discussion intéressante. Enfin, il y a plusieurs raisons. Déjà, l'intelligence artificielle, c'est en plein buzz. On a fait plusieurs lives, sur ce sujet, récemment. On a, franchement, moi, j'ai longtemps considéré que quand on parlait d'intelligence artificielle sur internet, c'était souvent du bullshit, en tout cas dans le contexte de start-up, et cetera. Même si je sais qu'en toile de fond, il y a énormément de choses qui se passent sur, vraiment le machine learning, le deep learning, et cetera, depuis des années. Il y a aussi beaucoup de choses qui se passent sur
ce qui est NLP, donc le traitement de langage naturel, de ce genre de choses. Mais je trouve que depuis quelques mois, quelques semaines, on arrive vraiment à une convergence de tous ces technos-là, et donc je trouve qu'il commence à avoir de l'intelligence. Voilà. Donc j'ai un peu changé d'avis, j'ai un peu, il faut, parce qu'il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et donc, du coup, je regarde un petit peu tout ça. J'ai pas assez de temps pour m'y pencher, mais je vois que sur Twitter, notamment, il y a énormément de gens qui vraiment se plongent dans ce sujet de l'intelligence artificielle. Et donc, la question enfin, la discussion qu'on a eue un petit peu la semaine dernière, notamment avec Thomas, qui n'est pas là a priori, mais qui tweet assez souvent là-dessus, c'est un petit peu de voir quels peuvent être les cas d'usage de ces outils dans un contexte d'Ops. Voilà, c'est vraiment le sujet, et c'est pour ça que j'ai envie de prendre quelques minutes pour brainstormer un petit peu avec vous, et notamment avec cet outil que vous voyez sur l'écran, ChatGPT, qui est une nouvelle interface pour utiliser l'intelligence artificielle qui s'appelle GPT-3, dont vous avez sûrement entendu parler, GPT-3 déjà c'est la 3e version, donc c'est des choses qui existent depuis des années, hein, sur lesquelles ils sont travaillent, mais là on va dire que GPT-3 vraiment arrive à un niveau d'intelligence, je trouve, assez impressionnant. Il a absorbé énormément, je ne sais pas si c'est il ou elle d'ailleurs, hein, mais bon, a absorbé énormément de données, donc voilà, d'internet, c'est assez fascinant, et tout ça combiné à des algorithmes puissants de traitement de langage naturel, par exemple, fait qu'il peut vous fournir des réponses vraiment intéressantes. Et donc ChatGPT, c'est une interface pour GPT-3 sous la forme d'un chat. Et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un chat où vous pouvez lui poser des questions qui vont s'enchaîner, et il va garder le contexte. Parce que jusqu'ici, on savait qu'on pouvait mettre une question, avoir une réponse, mais là, on peut enchaîner, quoi. Et donc, moi, je me suis amusé. Alors, j'ai fait vraiment très peu de tests, et c'est pour ça que je profite toujours un peu de cette matinale pour pouvoir aussi faire un petit peu des choses pour continuer ma veille. Mais essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire qui peut nous servir à nous dans le cadre d'Ops, d'entreprise, etc. Alors, moi, ce que je me suis amusé à faire, c'est, la semaine dernière, je lui ai demandé littéralement comment faire une requête HTTP avec Zapier. Donc là, je vais essayer autre chose. Je vais lui demander comment faire pour tweeter automatiquement avec Zapier, par exemple. Je vais le mettre en anglais, et on peut lui demander, parce que j'ai l'impression, je suppose qu'il comprend mieux si on lui pose la question en anglais. Par contre, il peut répondre en français éventuellement. Donc je vais lui dire how to tweet automatically using Zapier. Explain in French. C'est de lui mettre ça. D'ailleurs, je sais même pas, est-ce que si je lui mets le point d'interrogation ici, après je lui demande d'expliquer en français, est-ce que ça va marcher? On va tester. Hop. Voilà, donc il répond en français. Putain, en plus j'ai mis une étoile sans faire exprès. Et donc là, vous voyez, alors ça, je ne sais pas s'il y a un vrai intérêt à ce que ça s'affiche comme ça au fur et à mesure, mais voilà, je trouve ça hyper intéressant. Et effectivement, après on pourra parler de Lilian qui a aussi un cas d'usage intéressant. Donc voilà, créez un compte Zapier, connectez votre compte Twitter Zapier sur les instructions, donnez les détails, définissez la fréquence, testez votre Zap, activez. Donc là, franchement, alors c'est un peu moins, je trouve ça un peu moins impressionnant qu'avec la requête HTTP. Attendez, d'ailleurs, on va lui demander, tiens, comment faire une requête HTTP avec Zapier. Et en fait, ce que j'ai trouvé vachement intéressant, c'est que c'est hyper détaillé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment toutes les étapes, et donc il y a des choses assez fines. Par exemple, là, quand vous configurez les détails de la requête, vous devez choisir la méthode. Vous voyez? Et donc en fait, après, ce qui est assez intéressant, c'est que ici, vous pouvez lui donner, continuer à lui poser des questions. Donc, par exemple, je lui ai demandé comment faire une requête HTTP avec Zapier. Et là, si je lui demande comment faire une requête post, eh ben, il va garder le contexte. Ah non, tiens, il n'a pas gardé le contexte. Parce que j'ai du mal lui. Donc là, il me le fait en code. Bon, voilà, donc ça fera la transition avec ce que proposait. Bon, c'est super long, on va pas tout regarder. Alors, plusieurs remarques.
Alors, Lorraine qui dit: «Il a traduit une page Google». Alors très franchement, je suis pas sûr qu'il y ait une page Google qui soit formatée comme ça et que ça sera traduit, quoi. Mais après, pourquoi pas, hein, peut-être on peut la trouver, mais après c'est aussi parce que de tous les tests qu'il y a eu sur Twitter, il y a beaucoup de questions. Beh, franchement, n'hésitez pas si vous avez des questions un petit peu plus qui, justement, ne correspondraient pas à une recherche Google, ou en tout cas qui ne seraient pas évidents à trouver sur Google, n'hésitez pas à me dire et puis on peut tester, quoi. Mais globalement, moi, je trouve ça quand même assez impressionnant et assez détaillé, quoi. Alors là, je me suis un peu foiré sur la il a pas gardé le contexte, mais quand j'avais testé la dernière fois, en fait, c'était intéressant parce qu'il avait affiné la réponse et il m'avait redit avec Zapier pour faire une requête post, c'est, comme ça, quoi. Donc là, d'ailleurs, là, on pourrait lui demander, donc il a dit, il nous a donné un exemple en JavaScript. Et donc là, si je lui dis: «Et en Python, comment faire?» qu'il va nous générer du Python. Voilà, donc vous voyez là, c'est ça que j'ai trouvé assez génial, c'est la question du contexte aussi. C'est-à-dire que là, il sait que je lui demande en Python ce qu'il y avait juste avant, quoi. Et surtout, après, on peut lui demander de modifier du code et de faire ce genre de choses, quoi. Et donc ça, c'était un petit peu l'exemple, que Lilian avait fait. N'hésitez pas à aller regarder, hein, dans le channel, OpenAI, qui est sur, Heu, il s'appelle comme ça dans le channel, je sais plus, enfin sur le Slack de No Code France, voilà, il y a un channel, OpenAI et donc voilà, où effectivement ça peut être un usage très intéressant pour des no-codeurs, des no-codeuses qui savent pas coder. Bah, vous pouvez lui demander de générer du code et notamment vous pouvez lui demander de générer du code qui va fonctionner par exemple dans Webflow ou dans Zapier ou, voilà. D'ailleurs peut-être, qu'est-ce qu'on pourrait lui demander? Ah merde, j'ai fait un replay. On pourrait lui demander, ah, j'ai des travaux qui commencent, genre j'espère qu'il va pas y avoir trop de bruit parce que j'ai des travaux qui commencent à côté de chez moi, donc voilà, il est 8h30, c'est le début. Voilà, bon, je sais pas, mais voilà, n'hésitez pas. Moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi peut-être des sujets intéressants pour, de la documentation, des choses comme ça, quoi. Alors, je regarde un petit peu vos commentaires, hein, en même temps, bah, effectivement, donc moi, je reconnais que l'effet est impressionnant, donc comme dit Florian, mais est-ce qu'il y a des cas d'usage? Et c'est un peu ça que je pense que chaque semaine, on en parlera un petit peu, parce que peut-être qu'ensemble, on va réussir à trouver des cas d'usage, quoi. Donc voilà, moi, c'est un petit peu ça, l'idée, que je pourrais avoir, quoi. Alors, donc, Rachid aussi qui nous répond sur la question du il ou elle, donc c'est un programme, un mot masculin, effectivement, donc il se présente plutôt comme masculin. Bon, ce qui est un peu dommage, bon, ça, c'est un peu un autre sujet. Hem, OK, voilà, garde le contexte, voilà, Python, tout ça, donc voilà, donc vous voyez un petit peu les usages. Donc je sais pas, moi j'ai l'impression par exemple que ça, quand on lui demande de faire des choses comme ça pourrait permettre de faire des tutoriaux, des trucs, alors après, c'est toujours la même question aussi, pourquoi faire des choses avec une intelligence artificielle? Peut-être qu'on peut faire ça nous-mêmes. Voilà, mais c'est un peu ce qu'on a évoqué la dernière fois. Autant sur le contenu, je commence à percevoir de plus en plus l'information, enfin l'intérêt. Je l'ai dit, hein, plusieurs fois, moi, par exemple, je trouve ça génial qu'on puisse générer des images. Je suis un peu moins fasciné par le fait qu'on puisse générer du texte et des articles et cetera, parce que j'ai pas forcément envie de lire des articles faits par un robot. Mais bon, voilà. Alors, est-ce que vous entendez beaucoup les travaux ou pas? Peut-être je vais rapprocher un peu le micro, j'espère qu'on va pas trop entendre le cassage de ma façade, mais bon, voilà. Moi, je pense qu'effectivement, enfin, il y a pas mal de gens qui disaient ça sur Twitter, là, ce week-end, hein, enfin, quand il y a vraiment un peu un gros buzz sur, ChatGPT, c'est que quand même la réponse est beaucoup plus structurée qu'une requête, Google, quoi. Enfin, je veux dire, là, il y a du code, il y a du code, du contexte, des exemples, enfin, c'est quand même assez puissant et on peut en plus, hem et on pourrait, qu'est-ce qu'on pourrait? Là, on pourrait lui demander de modifier, par exemple, pour faire une autre API et en lui spécifiant des paramètres, par exemple. Ah ça y est, là, c'est vraiment juste à côté de ma fenêtre, ça va être très, très relou. Désolé pour ça. Je sais pas ce que je peux faire. Couper mon micro un peu, je vais pas mais non, ça va être compliqué. Là, ça, c'est un peu l'inconvénient des matinales, hein, quand on est tout seul. Voilà, bah, attendez, on va lui poser une petite question.
On va lui poser une petite question, quelle est la bonne putain, un peu alors moi je suis très, très nul en orthographe en plus, du mot no code. Alors, c'est très intéressant, c'est une réponse qui n'est pas du tout regardez d'ailleurs je vais mettre tout de suite un petit, doigt vers le bas. Je vais hop là, voilà. Donc ça, c'est comme ça qu'on entraîne, hein, une intelligence artificielle, c'est comme ça qu'on lui introduit des biais également. Donc là, vous voyez il pense que no code s'écrit tout attaché. Or, vous le savez évidemment, en plus c'est sur la couverture d'un livre maintenant, no code s'écrit avec un tiret. Donc n'hésitez pas à aller le corriger et à lui dire et comme ça, petit à petit, il va apprendre. Alors je ne sais pas si on lui repose la question, s'il va dire la même chose. Faire try again. Ah bah voilà, vous voyez? Donc ça, c'est comme ça. C'est intéressant d'ailleurs parce que la réponse du coup est vachement plus longue, quoi. Ah putain. Voilà. Donc voilà. N'hésitez pas, si vous allez poser la question, on verra si vous avez la même réponse que moi et si vous n'avez pas la même réponse, n'hésitez pas à lui dire que c'est avec un tiret et voilà, comme ça on fera tout ça, il faut l'entraîner. Attendez, je suis curieux de voir, le terme no code fait référence à la pratique de créer des applications et des services sans écrire de code informatique en utilisant des outils visuels. Donc vous voyez, moi c'est ça, hein, que je trouve intéressant, c'est que là par rapport à une recherche Google, si vous allez faire une recherche Google, bah, déjà vous allez avoir plusieurs réponses différentes et puis vous allez là c'est bien synthétisé, c'est, par exemple Zapier est une plateforme no code. Franchement c'est si vous faites une recherche Google, vous allez trouver plein d'articles qui vont avoir des visions différentes. Alors, c'est aussi ça qui est bien d'ailleurs dans Google, puisque après, c'est à vous d'avoir un sens critique et de décider de quel est le bon, l'article qui vous va bien. C'est important aussi d'avoir des points de vue différents, hein. Mais là, j'aime bien qu'en tout cas, vous avez une réponse concise qui, je pense, quand même fait consensus. Si jamais vous n'êtes pas d'accord avec cette réponse, vous avez le droit de le dire. Moi, personnellement, je trouve qu'elle est assez, je parle pas que de l'orthographe, hein, là, je parle, plus spécifiquement de la définition du monocode, et je trouve qu'elle est assez, juste et précise et intéressante, quoi. Donc, voilà, après évidemment, c'est là où des articles écrits par des humains peuvent apporter de la nuance, ça peut apporter des points de vue, peuvent apporter de la contradiction et c'est ça qui fait la richesse, hein, évidemment. Voilà, bon écoutez, on va s'arrêter là, moi je trouve ça, assez génial. Effectivement, c'est intéressant, il y a pas de pub aussi, on n'est pas pollué aussi par tout ce qui est advertising et cetera, donc bon, ça c'est quand même aussi, assez pratique. Voilà, merci à tous les personnes qui nous follow, c'est très intéressant et je m'excuse encore une fois pour les travaux, voilà, ça c'est le problème, hein. Bon allez, très rapidement, on va passer sur la dernière partie. Si ça devient vraiment trop pénible, n'hésitez pas à me dire. Je vais mettre le micro bien à côté, comme ça je vais parler un peu en mode ASMR, ça devrait baisser le gain automatiquement et être un petit peu plus, un peu moins pénible pour les petites percussions, derrière, quoi. Alors, la dernière chose que je voulais vous montrer, donc en fait, j'ai eu 2 recommandations d'outils, dans, donc comme je disais, hein, la semaine dernière, sur le replay, sur YouTube de cette matinale et donc j'ai découvert du coup, donc on découvre beaucoup de choses en ce moment, c'est un peu l'idée, donc là je fais ma veille, hein, avec vous. 2 outils, donc un premier qui s'appelle Grist, voilà, qui a l'air d'être un outil, donc voilà, encore une fois, hein, toujours ce claim aussi, voilà, un nouvel outil better que les spreadsheets, donc les tableurs, donc Excel ou Google Sheet, quoi. Donc voilà, ça a l'air intéressant, très franchement, je sais pas du tout, donc peut-être qu'on va tester, on va se sign in rapidement, enfin sign up pour tester et puis, ensuite, il y avait un autre outil que j'ai trouvé qui avait l'air aussi assez intéressant, qui est peut-être plus à destination de développeurs, hein, d'ailleurs, qui est un, serverless database et donc ça, j'ai un peu du mal enfin, j'ai pas du mal à voir, je sais ce que ça veut dire serverless. Serverless, ça veut dire qu'il n'y a pas de serveur qui héberge vos données, mais je sais pas forcément comment ça se matérialise et donc je suis assez curieux. Hem, donc à voir. Alors on va peut-être pas tester les 2 parce qu'il est déjà à 8h40 et je vais peut-être pas aller jusqu'à 9h, vu que ça va être peut-être un peu pénible avec les bruits de fond. Mais, voilà, merci pour les follow. On va commencer par là parce que ça, c'est vraiment
on va dire, un des paradigmes les plus classiques. Donc voilà, cette idée vraiment d'essayer d'améliorer la spreadsheet, il y a pas mal d'outils no code, dont on parle pas énormément d'ailleurs dans la communauté. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus. Mais il y a pas mal d'outils qui essayent d'aller sur ce sujet. Donc il y a Grist, moi je connais depuis longtemps, Action Desk, je les avais interviewés pour mon podcast. Je sais pas trop ce qu'ils deviennent pour être tout à fait honnête, mais c'était vraiment aussi cette idée de pouvoir ramener dans un spreadsheet plein de bases de données différentes. Donc, par exemple, Action Desk, leur sujet, c'est d'avoir des data sources différentes. Vous voyez, ils ont plein de data sources auxquelles ils peuvent se connecter. Et ensuite, eux, ce qu'ils font, c'est une spreadsheet un peu du futur, quoi. Donc, vous voyez, c'est pas du tout le même paradigme que Airtable, par exemple. Et en plus, c'est de la spreadsheet dans le sens où il y a des formules, et cetera. D'ailleurs, c'est assez impressionnant. Ils ont fait un moteur de formules, et cetera. Ils ont réimplémenté un moteur de formules. Donc, voilà. Vous voyez, vous pouvez faire plein de choses. Notamment, on le voit hein, là, par exemple, sur de la finance. Ça, c'est typiquement, je trouve, des use cases qui ne sont pas incroyables dans Airtable, quoi. Les spreadsheets, hein, à la base, c'est vraiment beaucoup fait pour ça. Par exemple, pour faire, alors là, c'est des sujets d'ops. Bon, là, c'est pour faire du reporting plutôt. Sur des sujets de product, par exemple, là, je trouve que c'est peut-être un peu moins intéressant, mais bon, à voir. Là, vous voyez, à chaque fois, c'est intéressant parce que leurs exemples sont quand même assez bien choisis. On est sur des KPI, des choses qui sont très chiffrées. Et c'est là où les tableurs trouvent toute leur force, je trouve, par rapport à des bases de données comme Airtable, quoi. Et il y a aussi un autre outil qui est très connu, qui s'est rebrandé, qui s'appelle Dash Dash. Non, qui s'appelle plus comme ça. Non, attendez, alors, ils ont changé de nom, je me souviens plus. Comment ça s'appelle? Si vous vous souvenez, putain, ils se sont rebrandés et je me souviens plus. Attends, Dash Dash Spreadsheet. Ah non, ça s'appelle Rose maintenant, voilà, tout à fait. Donc Rose, évidemment, une ligne dans un tableur de base de données. Donc vous voyez, donc ça, c'est vraiment tous ces outils. D'ailleurs, en fait, il faudrait que je les teste tous un par un. Alors là, le landing est très joli, d'ailleurs, je trouve le jeu de couleurs sont assez jolis. Ça, c'est malin parce que toutes les illustrations sont dans le même jeu de couleurs, d'ailleurs. Et donc là, ils vous font un peu la différence voilà, entre un spreadsheet traditionnel et puis voilà, on a des sociétés françaises qui utilisent Rose, apparemment, Luco. Voilà, donc tout ça, c'est un peu merci Youssef, bon, du coup, j'avais retrouvé entre-temps, mais voilà, c'est bien ça. Donc vous voyez, alors Rose, je crois qu'ils ont une base de données, pour le coup et puis vous trouvez après, vous branchez aussi, les ressources, voilà, vous pouvez donc voilà, mais bon, comme on m'a parlé de Grist et bah, écoutez, on va essayer de se sign up ici, si c'est possible. Voilà, hop, avec Google et puis on va tester ça rapidement. Alors vraiment, ça va pas être un test très détaillé, hein, mais on va essayer, voilà, je vous montre un petit peu comment se passe en tout cas l'onboarding dans Grist. Alors, pourquoi est-ce qu'on va l'utiliser? Bah, vous voyez que ça c'est marrant, on vous retrouvez un peu les mêmes use cases, qu'on avait, sur la page d'Action Desk. Vente, marketing, je sais pas, est-ce qu'il y a un truc qui vous parle plus? J'ai envie de dire finance, mais après le truc c'est que je sais pas forcément, bon, qu'est-ce ouais, on va cliquer sur finance et puis on va voir ce qui se passe, quoi. Hop, oui, on voit qu'on va pas regarder, hein, évidemment. Je sais même pas en plus si vous avez le son ou pas, donc c'est pas la peine. Ça va faire un truc bizarre. OK, moi j'aime bien de toute façon me jeter un peu comme ça dans l'outil pour regarder. Alors il y a des modèles, on peut importer un fichier. Est-ce qu'on a un fichier? On a un fichier, on a un fichier d'ailleurs qui est issu de notre, formation. Attendez, est-ce que je vais le retrouver facilement? Est-ce que je l'ai dans mes, non, j'ai pas le fichier ici, zut. Attendez, je vais voir si j'ai un fichier CSV quelque part. Non, alors j'ai un export, de données confidentielles que je vais pas vous montrer. Non. Alors, hop. Attendez, très rapidement, on va aller chercher ça. On va voir comment ça se passe quand on importe un fichier, hein, tant qu'à faire. Voilà, hop, exercice 3. Comme ça, vous avez un petit CSV qui vient de notre, voilà, c'est une gestion de stock, donc on va voir. Alors les modèles, peut-être d'abord, on peut regarder un petit peu. Alors ça peut être intéressant, un modèle pour, la gestion d'une classe. On va cliquer dessus juste pour voir un petit peu rapidement l'outil. Alors
Alors déjà, c'est intéressant parce que donc on n'est pas dans un tableur traditionnel puisqu'on a donc ici on a une partie tableur, mais on n'a pas, c'est pas un grand tableur quoi, c'est vraiment, plusieurs là, tableurs. Un peu comme finalement c'est un peu des tables quoi. Donc si j'ajoute une colonne, qu'est-ce qui se passe si j'ajoute une colonne? Ah voilà, il m'a copié là le donc là la colonne, on peut écrire n'importe quoi. Est-ce qu'on peut écrire n'importe quoi dessus? Oui. Hop, filtrer, donc ouais, donc on est plus dans un vraiment dans un système, dans un tableur, hein. C'est là qu'on voit bien la différence entre un tableur et une base de données relationnelle. Donc il y a pas de type, donc on peut mettre un peu ce qu'on veut. Là, je peux mettre un chiffre, là, je peux mettre rien, là, je peux mettre hop, je peux mettre là, je peux mettre une, peut-être une date. Voilà, ce qui n'est pas possible dans une base de données relationnelle qui est typée évidemment, OK, là, on a quand même des champs un peu, select. Donc ça doit être peut-être avec de la voilà, option de tri, je sais pas. OK, donc en fait, on a une vue de classe et puis là, on a les bases de données, en fait. Hop, on peut si on veut ajouter des lignes, on tape ici. Donc là, on a une formule, donc là, on voit les formules. Si je mets ici un égal, alors donc ça, c'est intéressant, c'est qu'on voit que les formules, elles vont concerner quand même toute la colonne. Voilà, donc ça, c'est-à-dire que c'est logique parce que pour avoir des données quand même un minimum consistantes, bah, il faut que ça soit la même formule partout, quoi. Ça, c'est un peu la différence, j'ai l'impression, de ce que j'analyse un petit peu, entre ces nouveaux tableurs qui sont quand même un peu des bases de données, donc qui essayent d'avoir des données un peu cohérentes et puis vraiment des tableurs, Excel ou Google Sheets où vous mettez n'importe quoi dans vos données, vous pouvez faire plusieurs tableaux, des trucs comme ça, en même temps, quoi. Donc voilà, écoutez, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre d'intéressant? Bah, essayons d'importer, une donnée si on revient ici. Comment que hop, si je fais un nouveau alors je peux plus rien importer. Est-ce que c'est parce que il faut que j'efface mon spreadsheet? Alors, peut-être c'est une question de pricing? Alors je peux pas créer de nouveau, je sais pas pourquoi. Je suis sur ma page d'accueil ici, non, je peux pas créer. Ah voilà, il faut que j'aille dans l'espace personnel. On s'y retrouve pas très bien, hein. Ah oui d'accord, donc là dans les espaces, j'étais dans un espace, des templates, ouais. OK, bon, je vais importer un fichier, ici, hop, et on va voir ce qui se passe. Alors, on peut créer ses propres formules dans Google Sheets, effectivement, c'est intéressant. Alors, on peut éditer les datas, voilà, on peut configurer son document, personnaliser les colonnes, construire, voilà, on va regarder après un petit peu ce qu'on peut construire. Table, colonne, ouais, franchement, alors là, bon, en plus, peut-être c'est parce que je vais l'écrire, je vais le mettre en plus grand. Heu, J'avoue qu'on s'y retrouve pas très bien. Bon après, c'est toujours un peu pareil, hein, c'est-à-dire que quand on se lance comme ça dans un outil, on peut avoir un peu, l'impression que c'est compliqué, mais juste parce qu'on s'y est pas formé. C'est probablement pareil maintenant quand on se lance dans Airtable et on comprend rien, quoi. Et donc là, j'ai mes données. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il y avait dans mon fichier CSV, donc ça, c'est assez bien présenté. Ici, admettons, donc là, j'ai des dates. Est-ce qu'on peut trier? Bah, de toute façon, c'est toujours la même date. Si je veux faire une, donc je peux ajouter une page, des cartes. Donc en fait, c'est vraiment l'équivalent de vue. On choisit, d'où viennent les données. Donc si on fait des cartes, par exemple. OK, bon, les cartes, c'est un peu, c'est du formulaire, quoi. C'est pas hyper joli. Est-ce qu'on peut faire un espèce de Kanban? Si on veut faire des graphiques, OK. Donut avec, les quantités, non. Ouais, ça va pas très bien marcher, ça va juste diviser par le nombre de bon, je dois avouer que je suis pas hyper, convaincu, mais après le problème, c'est que moi, j'ai vraiment pas l'esprit,
Tableur. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aurais tendance à dire que quand même tous ces tableurs de nouvelle génération qui réessayent d'un peu d'inventer Excel et Google Sheet, quelque part leur meilleur espoir, là dans un outil comme ça pour vraiment, c'est vraiment d'essayer de convaincre les gens qui, voilà, trouveraient des limites à Google Sheet et à Excel et voudraient quelque chose peut-être de plus abordable ou quoi. Mais c'est vrai que c'est pas évident, quoi. Données, voilà, donc ça c'est, bon écoutez, voilà, on peut importer depuis Google Drive, on peut importer depuis une URL, ajouter une table vide éventuellement. Bon, je pense que vous avez vu le principe, je pense qu'on va pas forcément passer plus de temps que ça sur Grist, voilà, on aura un petit peu vu. Peut-être je vais essayer de regarder ça très rapidement. Voilà, donc ça, c'est une base de données, donc qui est, l'idée de cette base de données, c'est qu'elle est serverless. Donc en fait, ça va être un fichier qui va être accessible depuis différents endroits, à travers une API, quoi. Donc ça, c'est vraiment le sujet des API, donc ça, c'est Xata. Heu, voilà, donc une base de données relationnelle, sans serveur, avec, donc un moteur de recherche aussi potentiellement dedans. Ça, c'est important parce que c'est pas forcément évident quand on a beaucoup de données. Et donc ça va alors ça doit quand même plutôt s'adresser aux développeurs puisque là, on voit que c'est quand même, Vercel et Netlify, c'est des hébergeurs d'applications et là, ça, c'est des comment dire? Des frameworks de développement, quoi. Et donc on va récupérer des bases de données. Donc en fait, ça va vous permettre de maintenir votre base de données et ensuite de la déployer quelque part et qu'elle soit accessible par une API, quoi. J'imagine. Je suis assez curieux de comprendre où est-ce qu'on la déploie quand même? Parce que bon, serverless, c'est quand même il faut quand même, déployer ça quelque part, quoi. Bon, alors si on se crée un compte très rapidement, quelle heure il est? Il est bientôt l'heure de vous laisser. Qu'est-ce que tu me dis Florian sur les ouais, peut-être des tableurs, qui soient plus, qui ont je sais pas comment dire, opinionated comme on dit en anglais quoi, qui ont un angle un peu plus fort. Mais à ce moment-là, là, tu arrives plutôt déjà dans des outils un peu métiers, quoi. Bah, écoute, tu arrives un petit peu moins tard, Xavier. Salut Xavier, hein, qui tu arrives sur la fin, mais un peu moins tard que la dernière fois où tu es arrivé littéralement quand j'ai appuyé sur le bouton de fin du broadcast. Alors on va se connecter à Xata. Hop. Je vous ai pas mis le lien d'ailleurs, hein. Hop, je vous mets le lien dans le chat quand même si vous voulez aller regarder parce que ça, j'ai l'impression que Xata, mon feeling me dit que ça peut plus, vous parler et servir à certaines personnes, peut-être à Xavier d'ailleurs notamment, à des gens peut-être qui ont un background un petit peu plus technique que Grist qui voilà, bon, est vraiment juste une itération sur l'idée de tableur, enfin sans vouloir être péjoratif, hein, parce que c'est quand même du travail, considérable, hein, de faire ce genre de choses et voilà. Bah, écoutez, franchement, alors là, ça commence à taper très fort, donc je pense que ça doit être un peu pénible pour vous aussi. Je sais pas à quel point vous entendez. Enfin, d'ailleurs, j'ai l'impression que le mec va vraiment littéralement casser ma fenêtre, quoi, donc c'est un peu stressant. Mais peut-être ce que je vais faire, c'est que je vais regarder ça de mon côté et vous le montrer un petit peu, la prochaine fois parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'intéressant. Même si ça a l'air d'être plutôt à destination des développeurs, Xata, peut-être qu'on va pouvoir, faire des choses intéressantes en tant que no-codeur, no-codeuse avec un outil comme Make, par exemple. OK, bon, bah, écoutez, ça va. Si on l'entend pas trop, c'est quand même que j'ai un micro de qualité, donc c'est pas mal. Bah, écoutez, voilà, donc je vais, parce que je préfère, regarder un petit peu ça un petit peu par moi-même et pas trop, galérer avec vous. Est-ce que j'avais des dernières choses à vous raconter? Hem, alors si vous êtes, alors quelques petites choses plus un petit peu générales, sur nos codes France et cetera. OK, bon, bah, merci en tout cas, hein, de me le dire, de me dire qu'on n'entend pas trop quand même parce que ça me rassure un peu que c'est pas non plus complètement inutile. Alors écoutez, donc on va se retrouver évidemment la semaine prochaine. Merci, vous étiez nombreux, ce matin. J'avoue que je suis presque surpris, donc c'est très, très cool. Voilà, j'essaierai de préparer un petit peu mieux
les choses. On va arrêter le partage d'écran. Voilà, et donc nous, on se retrouve. Alors, les prochains rendez-vous hein, sur la chaîne de No Code France, c'est aujourd'hui à 13h, je suppose, parce que de toute façon, maintenant, tous les jours à 13h, il y a des choses. Alors, même à midi cette semaine, vous allez retrouver Amandine qui se met à Bubble, qui a un créneau comme ça qui fluctue un petit peu dans la semaine, mais donc voilà, de midi à 13h, vous avez Amandine qui se met à Bubble. Vous avez, pour les amateurs d'Ops, le On Air avec Julien Mottet, évidemment, grand spécialiste d'Airtable, d'automatisation. Donc ça, c'est vraiment un super rendez-vous, toujours les premiers mardis du mois. Donc je vous recommande chaudement. Et puis, voilà, demain matin, Jocelyne sera sur le même créneau, donc 8 à 9. Et on va tout faire pour qu'il n'y ait pas de soucis techniques cette fois. Donc, le live de Jocelyne, ma boîte se met au no-code. Alors, à 13h demain, il n'y a pas de live. Par contre, si vous êtes à Paris, n'hésitez pas à venir demain soir au 2.0, bar 2.0. Voilà, il y a un meet-up. Donc vraiment, n'hésitez pas, si vous êtes là, ça sera l'occasion de discuter un petit peu tous ensemble de tout ça. Et puis voilà, on pourra discuter un petit peu des ops, on pourra parler de notre livre, si vous avez commencé à le lire, voilà, je pourrais même le signer, j'essaierai de trouver, ça me stresse un petit peu d'avoir à signer des livres, mais bon voilà, ça, on va s'y habituer. Et puis demain, le No Code Game, évidemment, la Bubble émission, du Xano. Donc voilà, sur le sujet des bases de données, évidemment, dans les bases de données un peu puissantes, il y a du Xano. Théo Roland demain soir, le live d'Init, et puis voilà. Donc vous voyez, il y a plein de choses. Et puis vendredi, c'est le live sur Softer. Donc vous voyez plein de choses quand même autour du no-code, certains sujets vraiment plus spécifiques aux ops. Donc voilà, donc c'est très cool. Grosse semaine. On se retrouve demain soir si vous êtes à Paris. On se retrouve sinon sur le chat où vous voulez. N'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à me contacter en DM. Surtout, abonnez-vous à la chaîne. Comme ça, vous serez prévenus des prochains lives. Vous avez compris, maintenant, il s'en passe beaucoup. Moi, je vous souhaite une bonne journée. Voilà, moi, j'ai un réveil en douceur avec vous, mais très fort par rapport au bruit en bas. Putain, c'est vraiment super impressionnant. Mais heureusement, j'ai un bureau, donc je vais pouvoir aller m'y réfugier. Et voilà. Mais voilà, je peux pas faire des lives dans le bureau, donc c'est un peu plus compliqué. Merci beaucoup, à très bientôt. Voilà. Ah non, on va pas automatiser hein, les signatures, ça, je tiens à faire des dédicaces vraiment le plus personnalisé possible. Si j'y arrive, voilà, ça sera pas forcément évident, mais ça c'est, voilà, sans faire le vieux con, moi j'ai quand même aussi beaucoup de réserves sur tout ce qui est généré par ordinateur, et je trouve que le no-code et bien d'autres choses doivent être aussi un travail artisanal. Donc voilà, vous aurez, si vous le souhaitez, des signatures manuelles, dédicacées, personnalisées, qui viennent d'un cerveau humain. Voilà, merci à vous tous, très bonne journée, et puis bon courage aux gens qui font partie du cercle des ops. Voilà, pour le challenge de cette semaine, j'espère qu'il vous plaît, et moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut.